Lucas Chevalier, quand il veut faire son mea culpa, entre guillemets, ou son explication, parce qu'on lui reproche d'avoir fait un like sur un post RN, il explique qu'il n'a pas fait exprès, il passe par Instagram et il fait 3 pages d'écrit pour expliquer sa position. On a été introduit du coup par la cabine. Pierre, peut-être qu'on peut commencer par dire un mot. Tu veux dire un mot sur ton parcours et après comme ça on pourra commencer sur ce métier de journaliste sportif. Allez, c'est parti. Donc moi je m'appelle Pierre Maturana, j'ai 40 ans depuis peu et je suis directeur des rédactions numériques de SoPress. Donc SoPress, c'est le groupe qui édite des titres comme SoFoot, Society, Degen, Doolittle, etc. Et en parallèle, depuis donc ça j'y suis depuis 2006. Et depuis 2013 notamment, je participe à des émissions de la chaîne L'équipe, anciennement l'équipe 21. Voilà, donc souvent l'équipe de Greg, un peu l'équipe du soir, etc. Et ça m'arrive parfois d'être un peu l'incarnant pour représenter un peu SoFoot sur différents plateaux quand on doit faire une intervention sur un sujet ou un autre pour une chaîne d'infos, etc. Ok, bah écoute, moi de mon côté, moi je suis en télé, c'est là qu'on se croise, sur l'équipe de Greg, souvent sur le plateau. Je bosse à la chaîne L'équipe. De mon côté, j'ai commencé en 2021 à la chaîne L'équipe. Je bossais aussi en parallèle à Canal, où je commentais un petit peu des matchs, voilà, de D1 féminine, de Première Ligue, pas les matchs de premier plan, mais ceux qui pouvaient être sur les chaînes un peu secondaires. Et puis donc aujourd'hui, j'ai un métier où je vais parfois sur le terrain, donc soit avec la caméra, soit parfois devant la caméra. Je peux être aussi en plateau. Pour plutôt une activité, toi tu es plutôt un chroniqueur, on y reviendra, de toute façon on aura le temps d'en parler. Moi ça va être plutôt en appui du présentateur pour donner des statistiques, des informations assez factuelles, voilà, pour permettre aux gens de rebondir sur le plateau. Et puis voilà, il m'arrive aussi de préparer les émissions, donc un peu être dans aussi la mécanique des émissions des chaînes de télé. Voilà, donc de la chaîne L'équipe. Et tu as commencé par faire du JRI ou d'abord justement ce côté appui de présentateur, toi ? Bah, moi, dans ma personnalité, dans ce que j'avais envie de faire, j'avais plutôt un côté, on va dire, rédacteur, donc d'être plutôt à éditorialiser, à raconter les événements. C'était plutôt ce que j'avais envie de faire. Mais en fait, ma première expérience, elle est de me retrouver derrière la caméra parce que la chaîne Téléfoot se lance quand je sors d'école et ils cherchent un JRI. Et moi, on me dit, tu sais faire de la caméra ? Je dis, bien sûr, je mens totalement à ce moment-là. Et parce que je pense qu'à un moment donné, il faut savoir saisir les opportunités. On aura l'occasion d'en parler aussi, mais c'est ça aussi, je pense, le métier de journaliste. Et voilà, et ça me permet d'avoir un poste à un moment donné, d'être correspondant dans le Nord en tant que JRI, donc c'est journaliste reporter d'image, en fait c'est quand on est derrière la caméra, on estime que c'est aussi un travail de journaliste, mais voilà, c'est différent, et donc je faisais les conférences de presse de Lens, qui venaient de monter en Ligue 1, donc c'était sympa, ça m'a donné cette occasion-là, quoi. Et quand tu étais dans ta formation, tu avais un peu des aptitudes pour ça, on t'a dit, ah tiens, t'es bon à l'image, t'as une bonne voix, ce genre de choses, même quand tu étais à l'extérieur, peut-être dans ta jeunesse, etc., j'en sais rien. Bah, moi, quand j'ai commencé, j'avais fait une spécialité radio, moi. Et après, ce qui était caméra, j'avais juste fait les quelques cours qu'on a à l'école, mais ça, je savais pas faire. Mais sinon, voilà, moi, j'étais plus autour de, de raconter les événements. C'était plus ce que je savais faire. Et puis après, bah, j'avais fait un test pour commenter des matchs. Voilà, je m'étais retrouvé à pouvoir faire un match de Eredivisie, donc championnat néerlandais, sur Canal. Donc voilà, après, moi, c'est un truc que j'avais aimé. Alors, est-ce que je suis bon à ça? C'est encore une autre question. On a les trajectoires qu'on a. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que j'avais envie de faire. Toi, du coup, c'était écrire, de base? Écrire, j'ai pas non plus des aptitudes extraordinaires en termes de débit, d'élocution, etc. Je me trouvais pas très bon face caméra ou des choses comme ça. Et j'avais une appétence un peu après, on est dans les années 2000, donc il n'y a pas tout ce qu'il y a aujourd'hui en termes de réseau et d'opportunités pour faire de l'image, etc. Mais à l'époque, la presse magazine, ça marche encore un peu. Moi, je lis beaucoup, je travaille même dans un relais H en parallèle, etc. Donc, et c'est là que je découvre SoFoot, en fait. Je découvre SoFoot pendant un job d'été au relais H. Je vois des gens qui achètent ce truc avec un sosie de Beckham cul nu en couverture. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc, je lis, je trouve ça cool, etc. Et en fait, je vois une façon de faire du journalisme qui me plaît un peu. C'est-à-dire que c'est très oral, c'est un peu enlevé comme ça, il y a de l'humour, on se détache un peu du sujet. Et je me dis, tiens, ça c'est cool. Et je cherchais des études, tout simplement. J'ai voulu faire de l'économie un peu comme tout le monde qui sort de bac ES à l'époque. Et je trouve ça chiant à mourir, j'apprends rien, c'est pas pour moi, je suis nul en maths, etc. Enfin, je suis nul pour ces maths-là. Et en fait, petit à petit, je me dis, bah vas-y, va vers le journalisme, quoi. Donc j'ai cherché des écoles, etc. Et j'ai trouvé une école un peu professionnalisante qui m'a emmené un peu tout doucement vers des trucs très pratiques, quoi. C'est-à-dire un peu les bases d'écriture, les bases de radio, les bases de télé, etc. Et c'est vrai que j'étais plus à l'aise dans l'écriture.
Moi, j'avais envie. Alors, à la base, j'étais pas du tout dans un truc de foot dans ma tête ou de sport. Moi, je voulais faire du voyage. J'adorais les trucs genre Géo, la chaîne Planète, tous ces trucs-là. C'était trop bien. Et même aujourd'hui, je me dis, si je pouvais refaire tout, j'essaierais peut-être d'aller pousser une porte d'un de ces magazines-là. Mais voilà, il se trouve que SoFoot, finalement, donnait un peu la possibilité aux jeunes d'écrire assez vite, avec en plus l'opportunité de côtoyer des bons journalistes, des gars qui avaient déjà 30-35 ans et qui avaient écrit dans d'autres médias, qui avaient une patte, qui avaient un ton, etc. Et ça m'a vachement aidé, quoi. C'était une super formation en dehors de l'école. Bah, moi, dès que je sortais de cours, j'allais à SoFoot, quoi. Tout le temps. Dès que j'ai eu mon stage, après, j'ai pu jamais lâcher, quoi. J'y allais tout le temps, le week-end, tout ça. Parfois, je demandais des autorisations à l'école de pas venir pour partir en reportage, etc. Donc, finalement, vers 20, 21 ans, 22 ans, j'écrivais déjà des trucs dans SoFoot et c'était cool parce que il y avait vraiment un côté un peu gonzo journalisme, tu vois, qu'on retrouve maintenant un peu, je trouve, avec les réseaux, etc., mais qui s'est un peu perdu à un moment dans les années 2010, qui est que tu vas quelque part, tu sais pas ce que tu vas écrire, quoi. Et ça, c'était trop bien. Tu sais, t'arrives, t'as 20 ans, t'es un peu à poil, tu vois, t'as un pauvre dictaphone Olympus, là, t'es comme ça, tu dis, qu'est-ce que je vais écrire là-dessus? Et en fait, tu parles à plein de gens. Et en fait, dans l'avion du retour, t'as 1000 idées, quoi, qui fourmillent. Et tu dis, ah ouais, l'angle, c'est ça, etc. Sur place, l'angle que t'avais un peu en tête avant de partir, il est complètement détruit, tu fais autre chose. Et puis, dans ta façon d'écrire, tu peux à la fois parler de l'angle en général et du sujet un peu au global, mais aussi des aspérités un peu des personnages que tu as rencontrés sur place, qui peuvent être des gens lambda comme des gens importants dans un club, etc. Et en fait, tu fais à la fin un mélange de tout ça et ça donne un texte qui est vivant. Et franchement, il y a un moment où il n'y avait plus trop de médias qui faisaient ça, à part Sopress, quoi. À la fin des années 2000, début 2010, on était un peu les seuls à faire ça. Et c'était cool, quoi. Vraiment, c'était une façon de faire du journalisme qui me plaisait. Et c'est un peu comme ça que je suis arrivé à ça. Et il s'est trouvé que le hasard a fait qu'à un moment, Sopress, c'est une boîte où les gens se mettent pas trop en avant en termes d'image. Les gens identifient assez mal les journalistes de Sopress, à la différence d'autres titres où tu peux un peu imaginer, tu vois un peu les mecs de France Foot, tu vois quelques têtes, l'équipe aussi, etc. Ou même dans des médias généralistes, tu vois des gens, je sais pas, Le Point, Marianne, etc. Il y a des têtes que tu identifies. Alors que Sopress, pas du tout. C'était un truc un peu genre, faut pas y aller, presque un peu honteux, tu vois. C'était, non, on veut pas se montrer. Et puis c'est trouvé que 2-3 fois, donc il y avait le patron de Sopress qui, lui, était un peu la figure qui se montrait. Et parfois, il n'a pas pu y aller. Et donc, quand il a fallu chercher, à un moment, la 2e, 3e, 4e roue, au début, c'était moi, quoi. Donc, j'y allais. Et petit à petit, tu sais, tu connais le truc. Ah, bien les sûr. Programmateurs présentent ton numéro et ils t'appellent. Ils changent de chaîne comme de chemise. Tu sais, c'est des métiers où ça tourne beaucoup. Tu peux en parler aussi, toi. Et en fait, ils t'appellent tout le temps. Donc, je me suis retrouvé à faire du BFM, du iTélé, du quotidien, je sais pas, c'est à vous, etc. Parce que je connaissais des gens qui étaient là-bas, etc. Et voilà, quoi. Je te laisse y aller. Chacun son tour. Ouais. Allô, mamie. En gros, il voulait savoir si parfois dans notre métier, on a eu des déceptions ou des bonnes surprises par rapport aux attentes qu'on avait sur, vu que c'est un peu notre cœur de métier, par rapport aux joueurs ou aux acteurs du foot, quoi. Écoute, je réfléchis. Moi, je trouve qu'en fait, au contact des sportifs, ce qu'on se rend compte, j'ai pas forcément été souvent déçu ou impressionné par les joueurs ou les sportifs que j'ai pu croiser, mais en fait on se rend compte surtout que c'est des personnes comme nous, en fait. Ouais. Enfin, en fait, en vérité, on est face à des humains et le rapport il est assez simple, hormis que on est face à des gens qui ont une notoriété énorme, qui vont être très entourés, la communication autour d'eux, elle va pas être pareille que celle déjà dans le foot, elle va pas être pareille que dans un autre sport, ça c'est sûr, on pourra éventuellement en parler. Mais sur le foot, ça va être beaucoup plus cadenassé, forcément. Dès qu'on a une interview, par exemple, c'est devenu assez caractéristique. En tout cas, je sais quand TLC ça, c'est 15 minutes. Ouais. Souvent, on te donne 15 minutes avec un joueur. Même moi, en presse écrite, j'avais fait un stage à un moment donné au Parisien. Donc, j'étais basé à Lille. J'avais eu quelques joueurs lillois à ce moment-là. C'était 15 minutes. Donc, en fait, on peut même pas à ce moment-là tisser un vrai lien avec la personne. Non. C'est-à-dire que la personne est amenée par l'attaché de presse, elle s'assoit en face de toi, t'as tout juste le temps de lui serrer la main et en fait, comme t'as 15 minutes, t'as envie d'aller tout de suite dans le cœur du sujet, t'as tes questions qui sont prêtes parce que y a des choses que tu veux aller chercher, mais tu sais que tu vas pas pouvoir déborder et en fait, une fois que c'est terminé, il se lève et il est pas amené par l'attaché de presse pour aller faire son entraînement, pour partir je sais pas où, ou pour rentrer chez lui parfois parce qu'ils ont des journées qui sont très cadrées.
Donc en fait, voilà, c'est assez cadenassé. Et en fait, à la fin, sur les 15 minutes, en fait, on est avec quelqu'un qui est pas forcément compliqué, c'est assez simple. Je sais pas toi Nous on a aussi un peu c'est un peu un truc auquel on a pu se heurter, mais c'est aussi la spécificité de Sopress, c'est qu'on essaie d'avoir des entretiens longs. Tu vois, quand on demande quelqu'un, surtout c'est pour du print, on essaie de proposer un entretien un peu fleuve, comme on dit. Donc que ce soit pour SoFoot ou Society par exemple, souvent on demande les gens 1 heure, 2 heures, sinon on le fait pas. On dit non, on peut pas le faire, on peut pas rentrer dans le cœur du truc. Ça devient très intéressant à ce moment-là. Le journaliste qui a bossé pendant 4 jours sur l'interview, qui a tout lu, qui s'est mangé des heures d'interview, etc., qui a eu des bouquins sur le sujet, etc., il peut pas arriver et faire un quart d'heure, c'est pas possible. On peut faire des bonnes choses en un quart d'heure, c'est arrivé. Ou en 20-30 minutes, ça peut arriver. Mais bon, t'as bien cadré avant ce que tu voulais faire, t'as bien délimité le sujet, c'est hyper anglais, t'y vas pour quelque chose peut-être d'actu ou ce genre de choses. Mais quand tu veux faire quelque chose de quali, il faut du temps. C'est évident, il faut pouvoir relancer, il faut pouvoir aller peut-être sur des sujets qui servent pas à grand chose dans l'editing final, mais qui permettent d'amener des sujets, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant, c'est un truc que permet la presse écrite. Mais c'est vrai qu'en télé, c'est plus compliqué parce que de toute façon, à la fin, tu vas pas sortir, tu vois, sur l'équipe, tu vas pas sortir 1 heure d'interview, tu vois, tu vas sortir des petits morceaux. Mais tu vois, par exemple, pour le documentaire, tu as besoin d'avoir des gens hyper longtemps, etc. Mais moi, je reviens aussi sur ce que tu as dit, sur le côté un peu impressionné. C'est vrai que moi, c'est un truc qui m'a marqué au début. C'est que quand t'es jeune journaliste, les premiers coups de fil, t'as un peu les jetons, quoi. Tu dis, ah putain, qu'est-ce que je vais dire? Je vais bégayer, etc. Et une fois que t'as passé ça, allez, on va dire, tu l'as 1 ou 2 fois, je trouve que assez vite, tu dédramatises un peu le truc et tu désacralises un peu le joueur de foot, quoi. C'est-à-dire que moi, au début, je me rappelle que, voilà, même appelé, je sais plus, un des premiers joueurs de foot, ça m'a marqué, c'était genre Monsef Zerka. C'était un joueur qui jouait à Nancy. Et qui avait la spécificité d'être un défenseur qui était devenu attaquant ou un truc comme ça. Et je sais que j'essayais de l'avoir et je me stressais de fou. Je me disais, putain, j'arrive pas à l'avoir et tout. Et j'avais genre Yannick Fischer à l'époque qui me disait, mais là, il dort et tout. Je me dis, oui, en fait, il fait la sieste, il dort, il mange, c'est un homme normal, quoi. Et finalement, quand je l'ai vu au téléphone, ça s'était hyper bien passé, etc. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est de visu. Et c'est vrai que les gros joueurs, je sais plus, moi, j'avais fait des gros joueurs au début de ma carrière, genre Anelka, etc. Et c'est vrai que c'est un peu impressionnant parce que voilà, c'est Anelka, il a joué dans plein de clubs, il a la réputation d'être un peu dur. Et finalement, c'était assez chouette, ça s'était bien passé. Donc, il y a ça. Donc, j'ai assez peu été impressionné finalement par les joueurs que j'ai interviewés. Plus que j'avais une forme d'empathie en me disant, c'est quand même un exercice compliqué, tu vois, pour eux, parce qu'ils sont joueurs de foot, etc. Et qu'en fait, on leur demande plein de trucs tout le temps. Tu vois, mobiliser un joueur pendant 1 heure, peut-être après un entraînement, c'est pas facile, il est fatigué. Peut-être que la réflexion, elle est pas simple. Peut-être qu'il va se dire, est-ce que le mec en face de moi veut pas me piéger? Donc, tu vois, j'essaie d'avoir un peu ce truc-là. Nous, dans l'editing, on fait toujours un peu gaffe à pas, voilà, s'il y a une connerie, on la mettra pas, ou tu vois. Mais bon, on va quand même chercher l'anecdote, etc. Mais on essaie de faire en sorte que le joueur passe pas pour un débile ou pour avoir dit une grosse connerie ou autre. Donc ça, c'est passé. Mais c'est vrai que pour répondre plus à la question du téléphone, moi, j'ai eu le côté un peu inverse, pardon. C'est pas d'être déçu, mais d'être surpris dans le bon sens du terme. Mm-hmm. Tu vois, je me rappelle en 2016, j'avais fait l'interview de Pogba, la fameuse interview, il veut dire je vais être une légende, etc., qui est souvent reprise aujourd'hui quand on parle de Pogba. Donc c'était à Turin, et si tu préfères, le cadre, c'était, il y avait un tournage, il tournait pour Adidas, je crois, à l'époque, et on l'avait après l'interview, et après le tournage, on avait l'interview. Et en fait, je me suis dit, bon, déjà Pogba, superstar et tout, à l'époque, c'est vraiment son prime, intouchable, hyper dur à avoir. Et puis, je vois le tournage, et franchement, il les sort, quoi. Ils font plein de trucs. Lui, il donne une énergie de dingue. Il joue en plein cagnard à Turin. Après, c'est dans un hangar, il doit danser, etc. Je me dis, je vais jamais la voir. Je vais rentrer chez moi bredouille, alors que tout était calé, quoi. Et en fait, non, il était hyper cool. Il est arrivé, genre, je sais pas, à 19h dans la salle d'interview. En plus, faut savoir que ces joueurs-là, souvent, ils sont vachement entourés, quoi. Tu sais, il y a la com du club, il y a la com de la marque, il y a sa com perso. Enfin, il y a tout le monde autour de lui. Je me rappelle qu'il y avait une dame avec un iPad, avec un compteur de temps dessus, tu sais, pour pas que je dépasse 1 heure, quoi. Et en fait, non, lui, il a vachement donné, quoi. Il était hyper cool, hyper sympa. Il nous avait dit, je vous avais promis que je vous la donnerais, je vous la donne, etc. Il y avait pas de, alors que moi, je lui ai dit, si tu veux pas la faire, on fait pas, hein. Franchement, j'étais fatigué. Je savais qu'une mauvaise interview, ça sert à rien non plus, tu vois. Je préfère clairement qu'on fasse ça demain ou dans une semaine, mais qu'il soit, mais en même temps, Pogba, quand tu peux l'avoir, il peut pas trop, ouais, il faut.
Il faut saisir quoi. Il faut saisir. Et je sais que j'avais eu le cas même longtemps avant, 2007-2008, je crois, je voulais faire genre Benzema. Et c'était une galère avec son agent. Je dis vas-y, il me faut Benzema pour un magazine anglais à l'époque. Je pigeais pour un magazine anglais. Et c'était un peu l'époque où Benzema était un peu attiré par le Manchester United, ou en tout cas Manchester United était un peu attiré par Benzema. Et donc les Anglais voulaient savoir ce qu'il en était. Il avait marqué contre eux un but incroyable avec Lyon. Et je pense que ça a dû marquer les esprits. Et c'était à peu près dans ce moment-là. Et moi, je crois que c'est plutôt en 2008. Et donc j'appelle et tout, il me dit ouais on va le faire, y a pas de souci, tu viens après l'entraînement à Tola-Vologe à Lyon. Donc moi j'étais à Londres, il fallait que je vienne à Lyon, enfin tu vois. Donc il y a tout un défraiement organisé et en fait j'arrive et je vois que ça va pas se faire quoi. Et donc j'attends un peu comme un con, vraiment comme un con, je suis devant l'entraînement. Après je sors de Tola-Vologe et en fait ça se fait pas et je me retrouve à le faire genre des semaines plus tard au téléphone 10 minutes sur la poubelle du bureau, enfin c'est l'enfer quoi. Vas-y. Allô. Est-ce qu'il y a des thèmes comme ça, soit qu'on nous interdit de traiter, soit où on se préserve pour pas en parler? Alors moi je trouve qu'en tant que journaliste, et je vais essayer d'être un peu général, mais je crois pas que les journalistes se restreignent sur les thèmes. Au contraire, on a tous envie d'aller poser plein de questions à des joueurs, à des entraîneurs, des présidents, des acteurs du foot pour rester dans le domaine du foot. Le fait est que souvent, et c'est aussi une dérive dont on pourrait parler après, mais les consignes et les no-go, ils arrivent plutôt du côté de l'interviewé que de l'intervieweur. C'est comme ça en fait en finalité. Tu vois, moi si je peux aller voir un joueur et lui poser des questions sur pourquoi il y a peu de coming out dans le foot, etc., je le fais avec plaisir. Le fait est que si en face la personne me dit je veux pas répondre à ça, etc., soit effectivement je laisse le fait qu'il veut pas répondre à ça, soit il m'a dit en amont il y a des questions que je répondrai pas, etc. Et donc soit tu trahis un peu des accords. Ouais, bien sûr. T'es pas obligé d'avoir des accords, tu vois, cadre de fou pour un interview, mais il y a souvent des thèmes auxquels tu essaies de te raccrocher. Voilà, tu dis je veux t'interviewer parce que je veux parler de ça, ça, ça et ça. C'est un genre de politesse quelque part. Ouais, clairement. Je viens pas pour prendre le mec par surprise. Faut aussi qu'il puisse se préparer de ce qu'il va répondre, etc. Ouais. Mais oui, nous idéalement on voudrait parler de tout. On propose. Ça nous est arrivé parfois et on le regrette souvent après coup de dire oui à des interviews qui étaient trop cadrées. Tu vois, où l'agent ou la marque ou je ne sais qui est derrière le joueur nous dit d'accord, on vous le donne, mais par contre vous parlez pas de ça, ça, ça et ça. Ouais, au bout d'un moment, ça n'a plus d'intérêt, quoi. Et tu vois, mais oui, comme t'as mis du temps à l'avoir, tu dis bon, vas-y, j'y vais, et puis on verra bien. Et puis en fait, tu te rends compte que lui, il est un peu entraîné pour ça, tu vois, ils l'ont un peu formaté pour en amont, pour pas répondre à ça, pour faire bien en sorte d'éluder ces questions-là. Et puis à la fin, tu dis bon, en fait, l'interview, elle est pas terrible, et en plus, t'as un regret, et tu sais que pour le lecteur ou pour le mec en face de sa télé, il y a une petite trahison, tu vois, de ne pas avoir tout donné. Donc, je pense que petit à petit, faut éviter, mais dans les difficultés qu'on peut rencontrer dans nos métiers, et c'est des difficultés qui sont grossissantes, c'est-à-dire que c'est de plus en plus le cas, qui sont croissantes, avec tous les modes de communication et la maîtrise des canaux personnels par les joueurs, que ce soit leur Insta, leur Snap, ou je sais quoi, les réseaux, etc. Ils ont bien compris qu'aujourd'hui, ils avaient une espèce de position de force par rapport à certains médias. Du fait aussi que les gens, le grand public se désintéresse un peu des grands médias. Et du coup, ils en profitent pour te poser des conditions folles, quoi. Ouais, c'est sûr. Et en fait, ils viennent te voir le moment où ils ont vraiment besoin d'une exposition un peu différente à un nouveau public. Et là, ils disent, ah ouais, putain, peut-être que faire ce foot, c'est pas mal. Et puis là, ils vont être un peu plus détente. Mais c'est souvent en fin de carrière. Ouais. Donc, voilà. Ce qu'on ressent en fait, oui, c'est qu'ils n'ont pas besoin de nous. C'est qu'en fait, leur communication, ils ont plus besoin de nous. Oui, c'était le cas avant, mais maintenant avec leur communication qui est possible sur Insta aujourd'hui, Lucas Chevalier, quand il veut faire son mea culpa entre guillemets ou son explication parce qu'on lui reproche d'avoir fait un like sur un post RN, il explique qu'il a pas fait exprès. Il passe par Instagram et il fait 3 pages d'écrit pour expliquer sa position. Il va pas, alors que il a probablement eu peut-être un journaliste de l'équipe qui lui a écrit pour lui dire est-ce que tu as envie d'expliquer, ou peut-être quelqu'un en radio ou quelqu'un en télé.
de tout média d'horizon, parce que c'est intéressant pour le média d'avoir l'explication de Lucas Chevalier. C'est quelqu'un aujourd'hui de premier plan, il est en équipe de France, c'est un gardien du Paris Saint-Germain, il a pris une dimension incroyable. Mais aujourd'hui, effectivement, ils ont cette possibilité-là de communiquer comme ils veulent. Donc nous, on est tributaire de ça, et on a même l'impression parfois qu'on est des ennemis pour eux. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils nous voient comme une possibilité de bad buzz. Ouais. C'est-à-dire, et c'est forcément ce que les communicants leur disent aux joueurs, aux sportifs. Mais je dis les sportifs, mais en fait, c'est surtout les joueurs de foot. Parce que c'est surtout dans le foot qu'il y a cette communication-là, vu les enjeux financiers qu'il y a et l'importance que ça prend, le sport numéro 1 dans le monde et tout ça, les reprises qu'il peut y avoir sur la moindre phrase. Eux, ils voient un interview comme une possibilité de dire la mauvaise phrase. Donc c'est ça qui fait qu'à la fin, ils se méfient. Et surtout, ils voient la possibilité qu'on te pose une question qui dérange. Bien sûr. Tu vois, c'est-à-dire que Chevalier, évidemment, dans ses explications, il explique qu'il a ripé, que c'est pas fait exprès, que son éducation est ainsi faite qu'il pense pas rejoindre les valeurs du RN, etc. Ça, moi, j'ai pas de souci, j'y crois, il y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il se dit, si je vais voir un journaliste, peut-être qu'à un moment, il va me dire, ouais, mais du coup, s'il y a parce que la question de la vidéo, c'est s'il y a un deuxième tour, LFI, RN. Si on lui pose vraiment la question. Ouais, si on lui pose vraiment la question. Et il aurait botté en touche, il aurait fait 2 mois probablement. Mais bon, c'est quand même chiant à répondre. Selon ce qu'il pense d'ailleurs. Ça peut être chiant à répondre et que derrière, on va dire, bon, bah, s'il répond pas, c'est qu'en fait, si c'est ni l'un ni l'autre, c'est que c'est forcément un des deux. Ouais. À toi, ça peut être tourné en... Ouais. Mais ça explique aussi que notre périmètre peut, dans un certain sens, se réduire et que du coup, on nous les met à distance, les joueurs de foot, par exemple. Donc le contact, il est moindre. Et en fait, ça explique parfois aussi pourquoi on est beaucoup dans le commentaire. Et nous, par exemple, tous les deux, on est dans une émission qui débriefe quotidiennement du foot, donc l'équipe de Greg, en l'occurrence, sur la chaîne L'équipe. Il y a 3 émissions quotidiennes qui parlent constamment de sport, notamment beaucoup de foot. Et en fait, si on avait la possibilité d'avoir un joueur, par exemple, le lendemain de match, qui ferait toute l'émission avec nous, et avec qui on pourrait débattre, ce serait génial. Et le public adorerait, et nous aussi, on pourrait apprendre plein de choses. Mais du coup, comme c'est restreint, on est aussi forcé d'être plus dans l'interprétation, de débattre parfois une demi-heure sur une phrase de conférence de presse d'un entraîneur qui est très convenu. C'est des éléments de langage. On sait que s'ils ont envie de faire de la langue de bois sur 15 minutes, parce qu'ils ont 15 minutes devant nous, c'est très court, et ils peuvent le faire et ils sont très bons là-dedans, parce qu'ils sont aussi parfois formés, on parle parfois de media training, mais voilà, donc en fait on se retrouve donc à débattre parfois beaucoup, et donc ça peut aussi pour le public sembler un peu gros, ou parfois ils vont dire ils exagèrent, pourquoi ils montent en épingle, parce qu'on interprète et puis on essaie de faire avec les connaissances qu'on a. D'ailleurs, il me semble qu'il y avait un thème aussi qu'on pouvait aborder et qui avait été évoqué, c'est parler de foot quand on n'est pas footballeur. C'est parfois une critique qui revient. Vous parlez de foot, vous êtes autour du plateau, mais vous n'êtes pas des footballeurs. Est-ce que c'est un reproche qu'on t'a déjà fait ? Oui, la réponse, c'est quoi que tu donnes ? C'est un reproche qu'on nous fait assez régulièrement dans la presse en général et dans le domaine du journalisme, qui est un reproche assez étrange, parce que la réponse classique qu'on donne en général, je sais pas, moi quand je vais dans un resto, j'ose dire si c'est bon ou pas bon, et pourtant je sais pas cuisiner. Enfin, tu vois, c'est pareil. Quand je vais voir un film, je le trouve nul à chier ou super, pourtant je suis pas réalisateur, tu vois. Donc, tout dans la vie est comme ça. Le fait est que tu regardes un domaine avec une expertise ou alors une curiosité, etc. Et puis à un moment, tu commences à emmagasiner un peu des connaissances, à avoir des cheminements de pensée et des réflexes un peu de réflexion pour analyser le foot, puisque c'est celui dont on parle. Et en fait, tu comprends que t'es pas... évidemment que moi, je sais, tu me mets sur un terrain de foot, tu claquais au bout de 5 minutes et puis a priori, tu vas arrêter de me faire des passes assez vite. mais j'estime qu'en tant que journaliste, c'est pas tant le fait de savoir jouer au foot qui est intéressant, c'est la façon de raconter déjà ce qu'il y a derrière. Je veux dire, je suis pas sûr que je raconte moins bien ce qui se passe derrière un club de foot qu'un arrière droit. Enfin, tu vois, les jeux de pouvoir, les enjeux économiques, etc. Je pense qu'on peut les comprendre sans être footballeur ou sans être président de club, parce que tu t'es intéressé à l'économie, tu t'es intéressé à la politique, etc. Et que tu vois des similitudes entre le foot et d'autres domaines. Que toi, en tant que journaliste, on l'a dit un peu tout à l'heure, mais tu prépares en fait ce que tu fais. Tu vois, quand tu arrives à une émission, tu n'arrives pas à poil. Tu arrives en te disant, tiens, on va parler de tel sujet. Parce que effectivement, pour que les gens comprennent un peu la cuisine d'une émission, en amont, on est prévenu un peu de quoi on va parler. Tu travailles un peu, tu parles avec des gens qui ont traité le sujet, tu essaies un peu de peser le pour et le contre dans les arguments. D'ailleurs, je fais un petit aparté, mais
dans les difficultés qu'on peut parfois retrouver, notamment en télé, comme c'est souvent sur des temps courts qu'il faut s'exprimer, et qu'il y a un peu cette image que ça doit être blanc ou noir à chaque fois. Je trouve que ce qui est toujours un peu difficile, c'est de donner de la nuance. Et ce qui est cool dans le format un peu talk, c'est qu'effectivement, tu as toujours des gens qui sont blancs ou noirs. Et moi, à titre perso, j'essaie toujours de me mettre un peu dans l'entre-deux et de me dire, est-ce qu'il n'y a pas un chemin un peu gris au milieu, tu vois ? Une troisième voie. Ouais, et qui est un peu celle de la nuance et de l'explication, tu vois, de se dire, ok, alors c'est un peu dit en même temps, mais c'est un peu voilà, effectivement, il y a des difficultés, mais Lucas Chevalier en ce moment, il est pas très bon, mais bien sûr. Mais voilà, il y a peut-être des choses. La réalité, elle est souvent dans l'entre-deux. Dans l'adaptation, dans le fait que tu compares à d'autres choses, etc. Donc, faut toujours essayer de mettre un peu de nuance. Et je trouve que le format talk, il permet ça. Il permet d'avoir plusieurs avis. Alors parfois, tu surjoues un peu ton personnage. Voilà, tu sais que le public va aimer telle ou telle façon de réagir. Il y en a qui sont un peu dans l'excès parce qu'ils le jouent bien ou alors qu'ils le sont naturellement. Moi, je le suis pas, donc je vais pas me forcer ça, quoi. Ouais. J'y vais. Vas-y, tu peux y aller. Allô. Ok. Je peux faire un 3-3, mais ok. On va aller chacun notre tour sur. Ouais, il voudrait savoir un peu nos top 3, nos flop 3, nos meilleurs et nos pires moments de notre carrière. Bah, si je peux commencer. Vas-y. Moi, il y a un moment que j'ai adoré dans ma carrière, c'est. Il y a des moments que j'ai adoré dans ma carrière, c'est vraiment les reportages que j'ai pu faire tout au début. Donc, j'en ai un en tête qui est. Que je raconte souvent, mais qui est mon voyage à Tashkent en Ouzbékistan en 2008, un peu avant l'été 2008. C'est des paysans total, là. Quand Eto'o voulait aller... quand le club de Bunyodkor avait fait une offre à Eto'o, qui était une offre démesurée, je crois que c'était quasiment 40 millions d'euros par an, à l'époque, c'est énorme. Et donc, moi, j'ai un peu ce réflexe à l'époque, qu'on m'a appris beaucoup à Sopress, plus qu'à l'école d'ailleurs, qui est... Il y a parfois des histoires dans tout, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, un club ouzbek qui appelle Eto'o, ça fait 3 lignes dans tous les journaux, quoi. Et puis je me dis, putain, quand même, il y a un truc, c'est bizarre, c'est quoi ce club ? Il y a qui derrière ? C'est quoi l'Ouzbékistan ? Enfin, tu vois, on parle pas à l'école, il y a plein de questions qui se posent. Je sais pas ce que c'est, donc tu vois. Et pourquoi Eto'o, d'un coup, il va là-bas, tu vois, il va sur place pour voir. Pourquoi il y va ? C'est absurde. Et donc j'y suis, j'ai galéré à avoir mon visa, je rentre en contact avec le club. Il y a une petite méfiance parce qu'ils disent oh là, des Français qui viennent nous voir, c'est bizarre. Et pourtant, s'ils font ça, c'est qu'ils ont besoin de visibilité. Donc d'un coup, qu'un grand média européen s'intéresse à eux, bah, ça les intéresse. Donc il y a tout un jeu un peu au début de communication. Est-ce que vous voulez venir pourquoi, etc. Bah, nous on vient parce que ça a l'air d'être un grand club. Enfin tu vois, on blablate un peu. Et puis le reportage est lunaire, quoi. On arrive, on est accueillis comme des stars. Hein. Vraiment, on est accueillis comme des stars dans l'avion avec mon collègue. On était 2. On arrive, on nous sort en premier, on nous donne des fleurs. On est dans des grosses mercos. On va à l'hôtel, on est vraiment accueillis comme des ministres, quoi. C'est un truc de fou. Ouais, c'est on a un mec, des Français à Tashkent, quoi. Il y a un truc un peu fou. Et avec notamment un fixeur qui est là, qui nous aide, qui était fourni par le club. Et qui nous aide un peu et qui nous survend l'Ouzbékistan, alors que nous on a des yeux, on voit bien ce que c'est l'Ouzbékistan en 2008. Je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais en 2008 tu dis c'est pas terrible, quoi. Tu sens qu'il y a ressemble à l'ex-URSS un petit peu. Il y a un truc un peu chelou dans l'atmosphère. Il y a pas, ça sent pas la liberté, quoi. Peut-être une dictature. Voilà, ça sent pas la liberté. Donc ce qui est intéressant dans le métier de journaliste, c'est que tu t'intéresses à tout. Et donc tu vois, on commence effectivement à lire pas mal de choses sur le pouvoir en place, etc. Et on voit bon que qu'effectivement c'est un des clubs du pouvoir et que il y a beaucoup d'argent qui arrive pas de nulle part, qui arrive des ressources naturelles, etc. Et que effectivement ils essayent un peu de s'acheter ils font un peu de soft power en s'achetant des joueurs étrangers, donc ils ont des joueurs pas très connus à l'époque, et donc ils veulent taper un gros coup en prenant un énorme joueur comme Eto'o, quoi. Et donc on fait un peu tout ça, puis en fait on voit bien qu'on est malmené entre le côté très communication du club qui veut nous cadrer absolument. Et ce qui est drôle, c'est que dans ce report, donc nous, on sait très bien qu'il y a un loup, il se passe des choses un peu cheloues, qu'on y est. On voit dans le hall de l'immeuble où on arrive, on voit un carton de maillots, qui sont les maillots du club qu'on couvre. Ok. Et en fait, on voit que le logo, il a changé. C'est quoi ce logo? Il ressemble à celui du Barça et tout. Et en fait, le lendemain, il y a le Barça, il y a Laporta qui arrive à Tashkent. Et en fait, il fait plein de... Ouais, mais tu sais, c'est un peu l'époque où le Barça cherche un peu des sous partout. Et en fait, là, ils ont un petit levier, comme on dit aujourd'hui. Et ils prennent quelques millions d'euros pour avoir un partenariat avec ce club, qui est un club un peu sombre, hein, quand même. Hein. Et tu vas pas dire sur toutes les chaînes partout que tu as un partenariat avec Bunyodkor en 2008, quoi. Et donc, nous, on révèle ça, quoi. On dit, tiens, il y a Laporta qui est là, le hasard complet, hein.
Et je reviendrai sur le hasard, c'est important dans le journalisme. Et donc on fait des choses, on le suit, quoi. On suit Laporta. Mon pote qui parle espagnol parce que sa famille est espagnole, etc. Il se retrouve à faire l'interprète pour la télé ouzbek de Laporta en direct, etc. Il y a une photo qui est un peu connue de Laporta où, enfin, quand tu cherches avec un habit traditionnel ouzbek. C'est moi qui la prends. J'ai pris un appareil photo un peu à la con avec moi. Et improbable. Et donc je l'ai pris en photo. Je pense que c'est une photo qu'il aime pas trop d'ailleurs. Et on fait cet article en rentrant. Et on en sait plus parce qu'avant de partir, on reçoit un coup de fil de l'ambassade de France en Ouzbékistan qui nous disait venez nous voir quand même 2 minutes. Et là, il nous explique tout, quoi, tout ce qu'il y a derrière. Et donc le dernier jour de voyage en Ouzbékistan, il est un peu tendu parce que le fixeur, il sait qu'on sait tout maintenant. Il sait qu'on va rentrer, que ça va être un peu, qu'on va pas forcément dire que c'est un club génial. On comptait pas le faire de toute façon, mais voilà. Et donc quand on rentre, j'ai plein de mails du RP notamment du club qui me dit dites des trucs bien sur le club parce que moi ça, je joue ma vie, enfin des trucs flippants quoi. Ouais. Et donc on dit bah ouais mais nous on a vu des choses, toi on va pas te mettre en cause, y a pas de souci, mais bon on va raconter ce qu'il y a derrière le club, la présence de la dictature, etc. Donc c'était un peu particulier. Ça, et puis après sur les reportages en général qui font partie de mes top 3 moments, j'en ai un notamment au Congo où ça fait partie des reportages où je suis encore à l'école et je demande à ma directrice si je peux partir en reportage parce que mon boss m'appelle et me dit est-ce que tu veux le Congo dans 3 jours. Ok. Ah bah, je dis, bah ouais grave. Bah oui, c'est sympa ouais. Et pareil, un truc un peu fou, très gonzo, vraiment où t'arrives, je sais pas du tout ce que je dois aller faire là-bas, il y a une espèce de Cannes junior. Et en même temps, on arrive et là aussi, on a 20 ans, 21 ans avec un autre gars avec qui on part. Et en fait, on découvre un peu les coulisses d'un voyage de presse organisé par un pouvoir en place, etc., pour mettre en avant son pays. Et nous, quand on rentre, on le raconte, mais sur place, c'est dingue, quoi. Pareil, on sort d'avion, on est décalqué, on nous fout dans une salle, il y a toutes les caméras du pays qui arrivent. Le lendemain, j'allume la télé, je vois la crème du journalisme sportif mondial est là. Pas du tout. Ouais, d'accord. Je suis stagiaire. Je suis stagiaire. Qu'est-ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. Et donc voilà, puis c'était franchement c'était n'importe quoi. Et puis c'était des conférences où il y avait, je sais pas, il y avait sur une grande table dans un hôtel, t'avais Claude Leroy, Basile Boli, Passy. Bon, pourquoi, tu sais pas trop. D'accord. Et je pense que tout le monde se faisait rincer pour faire ça. Et donc nous on rentre, on raconte ça. Et dans les beaux reportages que j'ai fait, j'en ai fait j'en ai fait des marrants, avec des supporters qui me racontaient avoir pissé dans la bouteille d'un chanteur connu ou des trucs comme ça. Ah ouais. Mais il y en a un qui m'avait marqué, c'est on a fait un à New York. Pareil, on me dit il y a un truc pas mal à New York, il y a un gros tournoi intercommunauté. Et faut le couvrir quoi. Et en fait, mais pareil, j'ai pas d'infos quoi. Je sais pas ce que c'est ce tournoi. Et j'y vais. Et en fait, petit à petit, en parlant avec les gens les journalistes new-yorkais, etc., je comprends que derrière il y a une marque, je crois que c'était Moreau à l'époque, qui essayait de faire revivre sa marque et de refaire revivre le Cosmos. Et donc le tournoi se passe. Le tournoi est pas dingue en soi, c'est des équipes un peu de Polonais par pays en fait. C'est vachement c'est communautaire quoi. Ouais, bien sûr. Et donc c'est toutes les communautés de New York qui s'affrontent, des Jamaïcains, etc., des Mexicains. Et au bout de la première journée, tu te dis ouais bon c'est un peu chiant quoi. Et un matin, le dimanche matin, j'ai un journaliste avec qui j'ai fait un peu pote à New York qui m'écrit et elle me dit je pense que demain quand même tu devrais y aller quoi. Et elle me dit je crois qu'il va y avoir une grosse surprise et tout. Je dis bah ok de toute façon moi je suis là, j'ai rien d'autre à faire. J'y vais tu vois, mon avion c'était le lendemain. Puis là j'avais pas grand chose tu vois, je me dis qu'est-ce que je vais raconter sur ce truc, la renaissance des Cosmos. Bon là ouais l'opération com d'Embro autour de la renaissance des Cosmos c'est sympa, mais pour tenir 20 000 signes c'est compliqué quoi. Ça paraît pas comme ça foufou quoi. Et donc j'y vais et effectivement il y a pas grand monde parce que tout le monde s'est dit c'est un peu chiant à traiter comme truc. Et j'arrive et je suis comme ça, vraiment je suis comme ça sur la main courante quoi, comme tu dirais, t'es sur la main courante d'un stade un peu naze en Ile-de-France quoi. Et là je vois un gros pick-up, mais un pick-up énorme qui arrive à côté de moi. Moi Hummer, je sais pas comment t'appelles ça, je suis pas un pro. Un truc très très haut, grosse roue, grosse bagnole. À l'américaine quoi. Et là il y a un petit bonhomme qui sort de là et mon pote c'est Pelé. Ouais, genre t'es sûr. Cosmos, t'as dit Cosmos. Et genre je suis là comme ça, et donc il y a Pelé à côté de moi. Bon qui à l'époque et voilà il est un peu âgé etc. Ouais. Et on me raconte qu'il a du mal à suivre le match après parce qu'il va dans une loge et qu'il pose beaucoup de questions sur le foot. Tu dis bah c'est Pelé, il connaît le foot quoi. Ouais. C'est un peu triste, mais en soi ça a rendu un peu le moment magique quoi. Ouais, je comprends. Et c'est vrai que je me dis bon bah voilà c'est là que tu te dis je sais pas si toi t'as eu ça aussi un peu au début de ta carrière, mais moi au début de ma carrière le journalisme ça faisait peur à mon entourage. Ouais, ok. Tu sais c'est un métier où ouais.
le côté financier déjà. Financier précaire. Exactement. Et puis ça peut être aussi c'est hyper précaire, tu vois. les contraintes. Et tu te dis, tu vois, ma famille se disait, tiens, quitte à pas gagner grand chose, au moins qu'ils kiffent, quoi. Ah, bien sûr. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, putain, quand même, je kiffe, quoi. Là, c'est sympa et je pense qu'il y a un truc à faire et je pense que c'est des moments qui m'ont permis de pas lâcher le journalisme trop tôt. Ouais, carrément. Et après, bon, je me suis démerdé pour gagner ma vie, pigeon à droite à gauche. Ça, je pense qu'il faut aussi expliquer aux gens que le journalisme, au début, c'est dur. Ah, bien Quand sûr. tu commences, que t'as pas de réseau, moi, j'en avais pas. Ouais. Qu'il faut piger à droite à gauche, qu'il faut tomber face aux bonnes personnes, qu'il faut faire des croix sur tes week-ends, tes vacances, etc. Parfois sur tes potes, enfin tu vois, sur les moments de vie sociale, c'est un peu compliqué. Mais non, c'est des moments comme ça qui m'ont marqué. Je trouve que le reportage, c'est vraiment... moi, je suis moins à l'aise en portrait ou en interview, par exemple, qu'en reportage. Parce qu'en reportage, t'as du temps et vraiment, t'es livré à toi-même et tu dois essayer de trouver quelque chose dans un environnement qui t'est un peu inconnu. Et puis, il faut imaginer, quoi. C'est ça. Et puis, ça te donne un peu de liberté d'écriture. Tu vois, derrière, toi, un mec qui fait une interview, bah, tu retranscris ce qu'il t'a dit. Et voilà. Carrément. Quand tu fais un portrait d'un mec, t'as appelé quelques personnes. Ou d'une joueuse, t'as appelé quelques personnes. Et bon, bah, t'es obligé de les croire, quoi. Tu vois, vraiment de fouiller à mort pendant des semaines et des semaines. Alors que le reportage, c'est vraiment, tiens, t'es là. Qu'est-ce que tu fais? Et c'est vraiment, je trouve, l'essence du journalisme, quoi. C'est vraiment bien sûr. Dr Livingstone qui arrive sur une île et qui raconte ce qu'il voit, quoi. Ah ouais, c'est sûr. Sur les contraintes, ça me fait penser à une anecdote. Quand ça devait être il y a 3 ans, à ce moment-là, je suivais pas mal l'équipe de France, beaucoup derrière la caméra, donc en tant que JRI, donc on appelle journaliste reporter d'image. Et là, on me dit, on a eu les droits des espoirs. Et on était un mardi. Le samedi, tu pars en Slovénie avec Giovanni Castaldi, mon collègue, pour couvrir le match. Et on parlait des contraintes, la vie sociale, tout ça. À ce moment-là, donc avec mon ex, à ce moment-là, on avait prévu un week-end. Ah ouais. Bah là, typiquement, c'est typiquement ce qui arrive très régulièrement. Ton chef vient te voir en te disant que c'est une aubaine. Il faut que tu y ailles. C'est génial. On vient d'avoir les droits des espoirs, donc c'est super. Tu pars en Slovénie. Bah là, du coup, t'annules le week-end qui était prévu, et ça peut te coûter parfois un petit peu des points pour dans ce genre de moment, quelques sacrifices. Je vais aller sur moi les flops. Je vais commencer par ça parce que c'est là que j'ai des trucs un peu marrants. Notamment une anecdote où on m'envoie sur une course cycliste qui s'appelle la Coppa Bernocchi. C'est une course assez mineure et qu'on diffusait sur la chaîne L'Équipe, mais elle avait l'intérêt d'avoir Thibaut Pinot. C'était vraiment il préparait à ce moment-là, une de ses dernières saisons, il préparait le Tour de Lombardie en fin de saison. Et donc on y va pour couvrir cette course, mais surtout pour avoir l'interview de Thibaut Pinot à la fin, qui nous dise s'il est en forme, parce qu'on était un mardi, savoir s'il était en forme le samedi pour le Tour de Lombardie. Est-ce qu'il allait pouvoir bien finir sa carrière, quoi, un petit peu. Sachant qu'en plus, il a une image un peu de bon client. Exactement, voilà. Et il intervient souvent sur la chaîne L'Équipe, il est prévenu. Il me semble qu'il savait globalement qu'il y avait un journaliste qui allait arriver pour faire son interview. Je pars tout seul, donc dans l'idée de filmer un peu l'interview et avec le micro. Donc c'est un peu la contrainte, tout ça. Bon, ça m'est déjà arrivé, donc normalement je sais faire. Le truc, c'est que ce jour-là, il y a une pluie torrentielle qui s'abat sur cette course. Donc moi, je me trouve à l'arrivée et là, moi, cette pluie-là, je l'ai jamais vue. C'est-à-dire que vraiment, c'est la pluie qui mouille jusqu'au slip. Vraiment, je suis trempé, quoi. Et là, moi, je suis seul. Toi, t'étais à Lens, hein. Je suis passé à Lens pourtant, j'ai bossé là-bas. Et donc là, à ce moment-là, j'essaie de tenir un parapluie comme ça, avec le coude sous la caméra, et j'ai quand même un micro là, et je cours parce qu'il faut aller chercher le mec qui, du coup, à l'arrivée, est en vélo, évidemment, qui ne s'arrête pas et qui se dirige vers son bus pour aller prendre sa douche, se faire masser et tout ça. Et donc moi je cours. Et là évidemment le parapluie, il y a des gouttes qui passent, quoi. Et puis en plus la pluie évidemment elle est pas verticale, elle se met un peu en travers. Donc et la caméra, je sens qu'elle commence à vaciller. Je sens que la caméra elle commence à un petit peu à trembler. Et moi dans l'oreillette j'ai le retour de l'émission qui me dit c'est bon Pinot et tout, tu l'as? Je dis il est parti, il faut que je le retrouve. Je vais aller voir ce qui se passe au bus et tout. Et puis là le réseau, le contact avec la rédaction qui se fait à distance évidemment sans fil parce que je suis en Italie, il commence à peiner, quoi. C'est-à-dire que je sens que on est en train de perdre le réseau, quoi. Et je dis là c'est compliqué, j'espère que ça va tenir, quoi. J'espère que ça va tenir jusqu'à Thibaut Pinot. J'arrive dans le bus, je vois un gars avec le truc FDJ, je dis est-ce que vous pouvez faire sortir Thibaut Pinot, j'ai fait des kilomètres pour venir, vraiment je suis venu que pour ça, est-ce que je peux avoir l'interview, quoi. Et donc il me dit il est en train de se faire masser, mais on va essayer. Et là on me dit il arrive dans 2 minutes, il accepte, il sait que vous êtes venu pour ça, donc voilà. Et là je vois que ma caméra s'éteint.
Ah et non. donc là, vraiment, Bien sûr. je comprends à ce moment-là qu'en fait, je le fais sortir de son bus, mais que vraiment, je vais me retrouver face à lui et je vais devoir lui expliquer qu'il n'y aura pas l'interview, quoi. Et en général, on est en télé, c'est-à-dire qu'il a beau me dire quelque chose à l'oreille ou, enfin, je vais pas l'écrire, quoi. C'est-à-dire que C'est si clair. j'ai pas le truc en visuel, T'as pas la ça bande, c'est la t'as rien, contrainte, bien sûr. c'est la contrainte de la télé. Si tu l'as pas, quoi. T'as pas la séquence. Et donc là, à ce moment-là, il sort. Je suis face à lui, je dis bon bah. Thibaut, la caméra s'est éteinte. On va pas pouvoir faire cette interview. Est-ce que tu peux me donner tes impressions, me dire comment tu te sens, et puis je vais raconter à la rédaction au téléphone, quoi. Mais c'est marrant parce que les flops techniques, C'est terrible. ça arrive souvent, enfin souvent, pas, Au pire pas moment. tant que ça, mais ouais, c'est les pires moments. Moi, j'en ai eu, je me rappelle qu'on devait faire. À un moment, j'ai fait en parallèle de Sopress et de l'équipe, je faisais aussi la rédaction en chef de Brut Sport, la chaîne sport de Brut. Donc en partenariat avec Sopress. Sopress faisait le contenu pour Brut Sport, en gros. Donc je faisais la rédaction en chef de ça. Et donc on arrivait à avoir des interviews assez cool parfois. Et je crois qu'un jour, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Martin Fourcade. C'est un peu pareil, c'est son prime, on doit être en 2017 ou 2018. Et donc j'envoie un gars. Et donc je me dis putain trop bien, je vais pouvoir dire à Brut qu'on a une grosse interview de Martin Fourcade, ça va faire du chiffre, etc. C'est trop bien. On a prévu des super questions, machin. Et ils reviennent, on écoute les bandes et pas de son, quoi. Et là, je veux dire, en tant que rédacteur en chef, tu dis, merde, j'avais un truc super que je peux pas revoir une deuxième fois. Tu peux pas C'est rappeler la le mec, pire lui dire, au fait, Martin, tu peux revenir. Tu peux me redire Ça, une c'est que mort. tu l'as raconté. Ouais, et c'est mort, c'est impossible. Alors ça arrive, parfois en télé on le fait. On dit bah écoute, j'ai eu un Ouais. problème, est-ce que tu peux me refaire le truc? Mais Ou court. tu peux me le rejouer. Mais ouais, Bah ouais, c'est terrible, ça. alors ça, les flops techniques, c'est terrible. Et après, il y a le flop du contenu en lui-même. C'est-à-dire que, par exemple, moi, un des moins bons moments ou un des moins bons contenus que j'ai fait, c'était une interview de Eden Hazard. Pareil, des grosses galères pour la mettre en place parce que Hazard, je sais pas, ça doit être en 2015, je pense. Eden Hazard, à l'époque, c'est une énorme star du foot. Et sa communication hyper verrouillée. C'est pas le Eden Hazard d'aujourd'hui qui donne des super interviews à France Foot pour dire qu'il mange du pâté et qu'il boit du champagne tout le temps, quoi. Sinon, c'est des interviews un peu chiantes, quoi. Ok. Et donc, je dis, ouais, ça serait bien d'avoir Eden Hazard en interview. Il y a quelques anecdotes cool à développer malgré tout. Et puis après, il y a le côté un peu dribbleur, machin, le jeu. Et donc déjà, au bout de moult discussions téléphoniques pour négocier l'interview, on finit par la voir à Londres une demi-heure. Moi, je me dis, allez, en une demi-heure, si je prépare bien la question, je peux avoir quelque chose. Il y a moyen d'avoir un truc. Sauf qu'on arrive et là, il y a contrainte sur contrainte, quoi. C'est-à-dire que vous l'aurez pas si vous parlez de ça, ça, ça et ça. Oh, On va dire, ok. Et en plus, c'est 30 Classique. minutes. Ouais. C'est chiant parce qu'il y a des questions où il dit ça, je réponds pas. Bon, ok, il répond pas. Ensuite, il y a le côté 30 minutes, ça se transforme un peu en 24 minutes. Tu sais, genre, au bout de 20 minutes, t'as les mecs qui te font comme ça. Ah bah non, 30 minutes, c'est 30 minutes. Hein. Ça sera plus 31 que 28, hein, je te le dis direct. Bah non, ça sera 29, voilà. Ouais. Donc c'est l'enfer. Les réponses, elles sont pas terribles. Du coup, les questions, les relances, elles sont pas terribles non plus. Tous les trucs un peu d'anecdotes, on nous demande de les couper, sinon machin, etc. Donc tu vois, tu réfléchis, tu dis, mais est-ce que je me brouille complètement avec le joueur et c'est un peu ce qu'on a fait. On a passé des questions qu'il voulait pas, donc ça nous a brouillé pendant 10 ans, je pense, avec le joueur. Mais c'était chiant. En plus, on n'était pas prévenus. Et je pense que l'autre média non plus. Je crois que l'équipe Mag était là. Je crois que c'était Bilderman qui était là, Ok. qui avait fait l'interview. Pareil, 30 minutes, pas terrible non plus de ce que j'avais lu. Et en fait, je pense que tous les deux, on s'est retrouvés dans un truc un peu genre merde. En fait, il aurait mieux valu qu'un de nous deux ait 1 heure plutôt que nous deux, on ait chacun 30 minutes. Mais le Ouais, joueur, bien lui, sûr. son intérêt, c'était d'avoir 2 médias. Ouais. Et en fait, je me suis dit, ça c'est chiant, quoi. Et donc ça, c'est c'était terrible. vraiment une des dernières fois où on a accepté les genres de contraintes et tout. On a dit, même pour le lecteur, c'est nul. Enfin, Quand on est face à quelqu'un qui a pas envie, c'est pas qu'il a pas envie. Je pense ouais, que lui, il avait envie. Mais je pense alors qu'autour de lui, on lui a où il y a dit, trop de contraintes. tu dis rien, tu dis pas grand chose. Ouais. Il y a des trucs où tu peux un peu parler, mais moi, quand je la réalise, je me dis, mais comment j'ai pu diffuser ça, quoi. C'était pas terrible. Vas-y, je te laisse. Téléphone. Ouais. Allô. Merci beaucoup. On m'indique que c'est la fin de cette interview. Ok, c'est passé vite, hein. C'est passé vite. Ouais, bien sûr. Il y a encore plein de Et, trucs à dire, hein. Ouais, il y avait beaucoup de choses. On aurait pu parler encore longtemps sur Ouais, des anecdotes, sur des choses. 3 mais, heures tranquille, mais là, mais faut voilà, qu'on- bah écoute, faut qu'on aille bosser, là. faut les bosser. Ouais, c'est l'heure. Bah, Bon. c'est là qu'on va dire au revoir à tout le monde. Au revoir tout le monde, et puis à bientôt. À bientôt.